déjà, merci au festival pour l'invitation. Je trouve que c'est vraiment un très chouette lieu où on peut faire plein de rencontres. Donc, c'est vraiment génial. Je vais vous parler donc de L214, qui est une association française qui a maintenant 9 ans. En fait, je vais vous raconter une expérience inspirée de nombreuses autres actions. Vous allez sans doute rien apprendre de nouveau. Juste comment on a mis des petits morceaux de briques de Lego, j'en ai entendu parler tout à l'heure pour les sportifs. Pour les associations, c'est pareil. C'est des briques de Lego qu'on met ensemble pour former un ensemble à peu près cohérent. L214, ça a été fortement inspiré par les cahiers antispécistes et les prédécesseurs des cahiers antispécistes. C'était cette brochure qui date de 1989. Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux. En France, jusque dans les années 2000, grosso modo, le mouvement... jusque dans les années 2000, en fait, dans les années même 2010-2015, le mouvement pour les animaux, c'était essentiellement connu du grand public pour être un mouvement pour les chiens, pour les chats, enfin pour les animaux qui vivent avec les êtres humains dans leurs appartements et éventuellement les chevaux. Mais il y avait un mouvement assez underground qui était plutôt dans les squats et tout ça, qui parlait de libération animale, qui parlait d'antispécisme. Donc ça a été le travail des cahiers antispécistes de traduire ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment la libération animale de Peter Singer, qui a été publié en 1975, si ma mémoire est bonne, et arrivé en France seulement en 1995. C'est dire si on a du retard. Donc L214, c'est juste un membre d'un mouvement beaucoup plus vaste, bien sûr. On est une association sectorielle. Donc nous, on s'attaque à une question, évidemment, comme tout le monde ici, à une question éthique sérieuse. Les chiffres sont juste impressionnants en nombre d'animaux qui sont tués. En France, rien qu'en France, on est à 1,1 milliard d'animaux qui sont tués chaque année, animaux terrestres, donc ça ne compte même pas les poissons. Les poissons, on sait que c'est plus de 1000 milliards dans le monde, et donc si on fait un ratio en France, on est à des dizaines de milliards. J'ai demandé tout à l'heure combien ça représentait aussi d'animaux tués pour le Canada. C'est 700 millions. Donc on voit qu'on est sur une question sérieuse puisque ça concerne des êtres sentients qu'on met à mort sans nécessité. En France, mais je pense que c'est la même au Canada, c'est un sujet à esquiver. C'est-à-dire que l'industrie de la viande n'a absolument pas envie que les gens fassent le lien entre la viande et les animaux qui ont été tués auparavant. Là, c'est la déclaration de Jean-Paul Bigard, qui est président du groupe Bigard. Bigard, c'est Bigard Charal Socopa. En France, c'est la plus grosse entreprise de viande. Et donc, il souligne bien, il faut absolument que le lien ne soit pas fait entre les abattoirs et la viande. On esquisse ce maillon-là, il doit être invisible. Alors, quand on regarde les budgets de communication, le budget d'L214, le point est, tout n'est pas aux bonnes proportions en fait, mais le budget de communication des entreprises est beaucoup plus important que le budget total de L214 et même des autres associations de défense des animaux. En France, on est vraiment avec des moyens très faibles par rapport à une industrie très très puissante, un lobby qui est implanté au sein des ministères. On voit bien que le ministère de l'Agriculture, souvent, il est choisi, grosso modo, il faut qu'il plaise à la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire agricole en France. Les écoles, encore l'an dernier, Interbev disait qu'ils avaient démarché 1500 écoles en 2016 et touché 225 000 élèves. Donc Interbev, c'est le lobby de la viande. On sait aussi qu'ils sont très présents auprès des médecins et des cabinets médicaux. C'est 12 000 médecins, 60 000 salles d'attente qui ont reçu, mis à disposition les brochures qui rappellent que la viande est un élément essentiel à la croissance. Et là, je n'ai pas les chiffres du CNIEL. Donc en France, c'est le syndicat qui s'occupe de l'industrie laitière. Et puis les publicités. Les publicités, il y en a énormément. Voilà, mais j'imagine que c'est la même ici. En France, les industriels se sont saisis du terme de bien-être animal. C'est un mot qui va être beaucoup réutilisé par les professionnels. Ce sont des mots rassurants. On va parler par exemple de sécage pour les poules pondeuses, où elles sont entre 15 et 60 dans les cages, où elles ne voient jamais la lumière du jour. On va appeler ça des cages bien-être depuis 2012, puisqu'ils ont dû les changer et rajouter un petit morceau de surface
rajouter un nid. Alors ce que vous imaginez comme nid, ce n'est pas ce qui se passe du tout dans les cages. Voilà. Et donc ils vont utiliser ce vocabulaire cage bien-être pour rassurer les consommateurs. Et suite au scandale qu'on a provoqué sur les abattoirs, on parle même de bien-être animal dans les abattoirs, ce qui est quand même un superbe oxymore. Alors, L214, donc les fondateurs, grosso modo, on a été biberonnés au cahier antispéciste avec tous ces textes de grands penseurs, ces textes sur les stratégies aussi. On peut citer évidemment Peter Singer, on peut citer Henri Spira, Martin Balouk, Eric Marcus. Et puis, dans les cofondateurs d'L214, il y a Antoine Comiti qui a notamment écrit avec Estivareus pour l'abolition de la viande et qui ont vraiment été des textes fondateurs pour L214. L214, c'est une association sectorielle. On va se concentrer sur 99% des animaux exploités, c'est-à-dire les animaux qui sont destinés à la consommation alimentaire et uniquement là-dessus, mais c'est choisi parce que c'est déjà un thème très très vaste et si on va sur un petit peu tout, on a peur de s'éparpiller. Ça peut être remis en question. C'est une association qui revendique ouvertement la fin de l'exploitation des animaux, ce qui nous distingue. Quand L214 s'est fondé, il existait 2 autres associations qui s'occupaient aussi exclusivement, qui focalisaient leurs actions sur les animaux utilisés pour la consommation, mais ces associations ne remettaient absolument pas en cause l'utilisation des animaux ou la légitimité de continuer à les tuer. Et avec L214, on a fait le pari qu'on pouvait avoir une association efficace qui peut avoir un impact, qui peut gagner en puissance, tout en revendiquant quand même l'abolition de l'exploitation des animaux. L214, je vais en parler après, c'est un couteau suisse. On va avoir divers types d'actions dans différentes directions. Aujourd'hui, c'est 29 000 membres, beaucoup de followers sur Facebook et 40 salariés. C'est très récent, ça fait à peu près 6 mois, on est passé de 15-20 à 40 en vraiment quelques mois. Et puis L214, d'où vient ce nom un peu mystérieux? Ce n'est pas une vitamine, ce n'est pas un additif alimentaire, c'est un article du Code rural français qui dit pour la première fois en 1976 que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. L'état d'esprit d'L214, donc on est antispéciste, abolitionniste, on essaye de se placer sur un terrain scientifique, étayé, argumenté. On va toujours être dans la bienveillance, l'empathie, l'écoute, le partage, le respect. Toutes nos publications, par exemple, sont en Creative Commons pour pouvoir se servir des images qu'on prend. On rappelle très souvent qu'on n'est pas contre les personnes, mais contre des pratiques. On veut changer de société. Donc ça doit se faire avec l'ensemble des habitants de ce monde. Et puis, on a pris le parti, et ça nous semble le plus logique, c'est d'aller chercher les gens là où ils en sont, pour les emmener plus loin, et essayer de fédérer justement toutes les énergies qui veulent défendre les animaux pour essayer de faire avancer la cause animale. On cherche l'efficacité, on cherche à être pragmatique, on essaye d'éviter la bureaucratie autant que possible. Et puis, on a tout un tas de matériel qu'on va développer. Alors, l'action de L214, c'est essentiellement basé sur les enquêtes. On croit que ce qu'on voit, et ça c'est vraiment très vrai, auparavant on distribuait des tracts sur lesquels on expliquait de quelle façon étaient élevés et tués les animaux. Et les gens prenaient les tracts et nous disaient oui, mais ça c'était il y a 50 ans, ça s'est passé ou ça se passe dans les pays de l'Est. En France, on aime bien que ce soit jamais chez nous. Donc c'est soit dans les pays de l'Est, soit aux États-Unis, mais en tout cas pas en France. Donc c'était très important pour nous de faire des enquêtes pour montrer ce qui se passe ici et maintenant, et puis de s'adresser à l'intelligence des gens. Donc là, par exemple, de montrer le quotidien de l'industrie laitière, le fait que les veaux soient séparés des mères, c'est quelque chose de quotidien. Sur le foie gras, on a essayé de démonter aussi l'image d'Épinal qui existait avant nos images. Tout le monde imagine une petite grand-mère qui va gaver ses canards et ses oies à la main. Et donc, on a montré que le gavage aujourd'hui était industriel essentiellement à la pompe hydraulique ou pneumatique. On va montrer surtout des pratiques majoritaires et routinières avec les statistiques à l'appui. En France, 68% des poules pondeuses, c'est en cage de batterie.
83% des poulets, c'est en batterie, en bâtiment fermé. 95% des cochons, c'est en bâtiment fermé, sur caillebotis sans accès à l'extérieur. 99% des lapins, c'est la même. Et pour les bovins, on n'a pas de statistiques. Les vaches, les veaux, les bœufs, on n'a pas de statistiques, mais on voit se construire de plus en plus en France des élevages de plus en plus grands. On parle de l'élevage des 1000 vaches, on parle des 4000 veaux qui vont se construire en Saône-et-Loire. Donc voilà, nous on va axer notre communication et nos actions sur les pratiques routinières, comme par exemple ici un couvoir. Jusqu'à ce qu'on montre les images, les gens ignoraient que dans l'industrie des poules pondeuses, par exemple, on sépare les mâles des femelles dès le couvoir. Déjà que les oiseaux naissent en couvoir, c'était déjà pas très connu, mais qu'on les triait à la naissance et qu'on broyait les mâles, qui, même en bio, ne pondent pas d'œufs, c'était assez méconnu. On essaye aussi d'apporter une expertise. Par exemple, sur les poulets de chair, montrer à quel point l'industrie a modifié les animaux, a fait des sélections génétiques de façon à en faire des êtres complètement difformes, optimisés pour produire de la viande. Donc leur alimentation, leurs conditions d'élevage, d'abattage, etc. Avec cette expertise, en fait, on a réussi à montrer, notamment sur la filière foie gras, que l'expertise de l'INRA, l'INRA c'est l'Institut national de recherche agronomique en France, donc c'est des gens en blouse blanche, très sérieux, des scientifiques. En fait, leur expertise, elle est biaisée. Et on a réussi à le démontrer. Et c'est plutôt bien, puisque en fait, c'est souvent en face d'eux qu'on se retrouve en débat. Eux vont avancer des arguments, nous, on va en avancer d'autres. Eux, ils ont la blouse blanche, donc ils ont la légitimité. Le fait de montrer qu'il y avait des biais dans leur recherche, c'était aussi démystifier un petit peu cette blouse blanche. Vous savez, dans l'expérience de 1000 grammes, c'est le fait d'avoir cette blouse blanche qui fait que les gens leur faisaient confiance. Donc non, n'ayons pas confiance forcément aux gens en blouse blanche. On peut s'appuyer sur eux, mais il faut être critique par rapport à ce qu'ils font. Dans les enquêtes qu'on fait aussi, on essaye de faire le lien avec des choses connues des gens, notamment les marques. Donc on a montré plusieurs images, celle juste avant. C'est les images du groupe Doux, qui est un des groupes volaillers les plus connus en France. Mais on a aussi fait des enquêtes sur les poules pondeuses. En fait, ça ancre dans le réel du consommateur. Là, il s'y reconnaît. Parce que quand vous dites, oui, dans les élevages de poulets, les poulets sont élevés de cette façon-là, pour eux, c'est forcément pas le poulet qu'ils achètent. C'est forcément celui du voisin, mais eux, franchement, ils n'achètent pas de ce poulet-là. Donc le fait de donner les marques, ça ancre vraiment dans la réalité. Et puis, ça oblige les marques à réagir. Quand on a montré les images de poules pondeuses en relation avec un grand groupe, on n'a pas eu le temps de les montrer très longtemps, puisque ce groupe a réagi immédiatement, puisque nous, ce qu'on demandait, c'était l'engagement de ce groupe à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Et en fait, les images ont été disponibles pendant à peine 10 heures. Et pour autant, pour eux, ça a fait vraiment un bad buzz. Leur cote de popularité a baissé très, très rapidement. Notre rôle avec ces images, ça va être de provoquer les dissonances cognitives. Si cher à Martin Gibert, par exemple. On ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Ben, tout ça, finalement, c'est une pensée commune. À part quelques psychopathes, tout le monde est d'accord avec cette idée-là. Mettre le consommateur face à la contradiction entre ses croyances et ses pratiques, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Donc on montre de quelle façon sont tués les animaux, montrer qu'on ne peut pas tuer les animaux avec respect. On ne peut pas tuer avec respect quelqu'un qui n'a pas envie de mourir. C'est vraiment une utopie. Quelque chose qui nous guide pas mal, c'est de ne pas penser que les mangeurs de viande sont des défenseurs des abattoirs. Et on le voit bien quand on montre les images. Grosso modo, tout le monde est absolument outré de ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui est pourtant juste la réalité et des pratiques routinières. Donc, c'est un bon espoir. Mais pour ce faire, il faut qu'on réussisse à amener l'information là où sont les gens. Donc, on a les réseaux sociaux qui sont assez puissants, mais on a surtout les médias. Et avec L214, on s'est attaché à leur donner des dossiers les mieux construits possibles, de façon à ce qu'ils puissent s'en saisir pour pouvoir diffuser l'information. Et on a réussi à avoir plusieurs exclusivités avec des journaux.
et de ce fait de passer dans plusieurs journaux nationaux. On a eu plus de 700 articles de presse sur toute l'année 2016, dans toute la presse, qu'elle soit nationale ou régionale, ce qui est quand même assez énorme. Je me rappelle quand Martin Balouk est venu parler en France, donc lui, il est président de l'association VGT en Autriche, il nous faisait rêver avec les statistiques qu'ils avaient, eux, sur leur passage. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé à leur niveau en 2008. Alors, on ne leur a pas redemandé où ils en étaient, histoire de garder un peu le moral. Donc, on envoie des infos qui sont fiables, vérifiées. Pour aller chercher ces images, on est parfois obligé de prendre des risques. La plupart du temps, ce sont des lanceurs d'alerte qui font le travail, qui sont dans les élevages, dans les abattoirs et qui peuvent filmer eux-mêmes, poser des caméras et ramener les images. Ça a été le cas notamment de Mauricio Garcia Pereira à Limoges, qui nous a permis de documenter de quelle façon étaient tuées les vaches gestantes, les vaches qui attendent des petits dans l'abattoir de Limoges. Il y a eu aussi sur le GAEC du Pérat, donc c'est un élevage de poules pondeuses qui a fermé depuis, des lanceurs d'alerte qui nous ont tenus au courant de la situation et qui nous ont permis d'obtenir des images. Mais dans d'autres, il faut parfois se faire embaucher. Ça a été le cas au tout début d'L214. Sébastien, autre cofondateur de L214, et mon chum, j'ai pu le caser, vous voyez, je me fais au vocabulaire ici. Il s'est fait embaucher chez Jaral pendant 3 semaines et il a pu documenter de quelle façon étaient tués les animaux dans cet abattoir. Et ça a fait un bon scandale à l'époque avec des infractions à la réglementation et puis surtout ces images que les gens ne soupçonnaient pas. Les seules images d'abattoirs qui vont dans la presse, c'est les images que les associations donnent. Alors avec les professionnels qui disent souvent « oui, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les abattoirs de façon routinière, ça se passe très très bien ». Sauf qu'eux ne montrent pas d'images, puisque quand ils montrent les images, s'ils montraient les images, on verrait bien que c'est exactement les mêmes que celles que les associations montrent. Donc ils ne peuvent pas montrer de quelle façon ça se passe bien dans les abattoirs, puisque ça ne se passe pas bien, en fait. Et parfois, on est obligé d'aller poser les caméras de façon illégale. C'est ce qui est arrivé très récemment pour montrer de quelle façon sont tués les cochons quand on utilise le dioxyde de carbone pour les étourdir. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz. Donc on fait monter les animaux dans des nacelles, les nacelles descendent et au fond de la nacelle, il y a une forte concentration en dioxyde de carbone, ce qui fait que ça les asphyxie. Mais ce n'est pas seulement une asphyxie comme si vous vous noyez, en plus, le gaz est brûlant. Il est irritant, on dit qu'il est aversif pour les animaux. Donc Sébastien et Tony, deux de nos enquêteurs, sont rentrés dans cet abattoir, sont allés poser des caméras, puisque le lanceur d'alerte sur place n'avait pas réussi à le faire. Et au moment d'aller les rechercher, en fait, il y avait un guet-apens, tout un tas de gendarmes étaient à l'intérieur, puisque pendant la journée, une caméra s'était décrochée et était tombée sur les genoux d'un employé qui s'était empressé d'aller le donner à la direction, qu'il avait signalé aux gendarmes. Ils ont donc été tous les deux condamnés à des amendes. C'est 1 000 €, enfin c'est 6 000 €, dont 5 000 avec sursis, donc 1 000 € payables tout de suite. Ce qui a pour objet d'essayer de nous dissuader de faire ce genre d'action. En fait, dès qu'on va s'attaquer à une industrie, on va s'exposer au risque de plainte pour diffamation, pour dénigrement. Donc on a vraiment l'obligation, mais de toute façon on était parti sur cette voie-là, mais bien nous en a pris, de toujours donner des faits qui sont exacts, qui sont vérifiés, ne pas exagérer. De toute façon la réalité elle est bien assez trash sans en rajouter, et de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est vraiment bien un système qu'on dénonce et pas telle ou telle personne, telle ou telle marque. On a été assez vigilants, mais quand on a montré les images des abattoirs, de ne pas dire c'est la faute des employés, mais de bien dénoncer le système qui amène des gens à devoir tuer toute la journée des animaux. Quelque chose auquel on s'est attaché aussi, c'est d'essayer d'obliger les autorités à réagir. On a eu des fermetures d'abattoirs, des fermetures d'élevage, des fermetures de couvoirs temporaires ou définitifs.
Et donc, ça légitime l'action qu'on a faite. Le fait que quand on montre des images, la préfecture ou une direction d'abattoir dit il faut fermer cet abattoir vu ce qu'on a vu, ça veut dire qu'on a bien fait de poser ces caméras. Ça légitime l'action qu'on a fait, ça nous donne de la crédibilité. Hop. Ça, c'est la couverture de Sud-Ouest. On voit très très mal. Mais en tout cas, le ministre a rendu obligatoire des inspections dans toute la France. En fait, c'est ça, les effets des enquêtes. On va avoir des élevages, des chaînes d'abattage fermées. On va avoir des ruptures de contrat. Ça a été le cas quand on a montré les images d'un élevage de poules pondeuses. En France, il y a un gros groupe qui s'appelle Matine qui a rompu son contrat avec cet élevage. Cet élevage, au final, il a fermé. C'était un élevage qu'on avait déjà dénoncé 3 ans auparavant, mais les images nous avaient été interdites. Et 3 ans plus tard, on a de nouveau des images, on les montre, et là, l'élevage a fermé. Ça a été le cas du couvoir aussi, un couvoir qui a fermé quand on a montré les images et qui n'a pas réouvert non plus. Et puis, quelques élevages ici et là de cochons, de bovins, de la même façon, qui ont fermé et pas réouvert. Dans les contrats rompus, il y a donc eu Matine, mais il y a aussi eu, quand on a montré sur le foie gras, un grand chef, Robuchon, qui a dit qu'il n'allait plus utiliser le foie gras issu de cet élevage-là. Et puis on a vu des répercussions aussi sur d'autres pays, notamment au Danemark, où le ministre de l'Agriculture a demandé à ce qu'on arrête l'importation de ce produit issu de grandes souffrances des animaux, par exemple. Il y a eu des condamnations aussi, notamment sur l'abattoir du Vigan. Et il y a un procès qui arrive aussi sur Moléon. Donc on a montré en fait l'an dernier, enfin sur 1 an et demi, on a montré 7 abattoirs. Donc on a 7 procès en cours contre ces abattoirs. Et le premier a été condamné. Alors ce n'est pas des amendes très très lourdes, mais symboliquement déjà ça compte. Les affaires qu'on avait eues précédemment, la plupart étaient classées sans suite. Donc c'est vraiment important aussi de faire reconnaître que la justice, elle évolue dans son rapport avec la question animale. Les enquêtes, elles ont aussi provoqué un audit, c'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture, au bout de la 3e enquête, alors que les premières, il disait oui, mais ça c'est l'exception, ça ne se passe pas comme ça dans les autres. Au 2e, il a redit la même chose. Au 3e, il a dit bon allez, on fait un audit dans tous les abattoirs d'animaux de boucherie. Donc pas pour les poulets et les autres volailles. Et 80% des chaînes d'abattage ont été jugées en non-conformité, allant de mineur à majeur. Là aussi, ça légitime l'action qu'on avait entreprise. Le gouvernement lui-même reconnaît qu'il y a des infractions dans les abattoirs. Et on a montré, alors ça a été fait au mois d'avril, et on a montré encore des images ensuite qui montraient que donc ils mettent en avant un certain nombre de non-conformités, et ensuite les non-conformités n'ont pas été corrigées. Donc re-scandale, ça ne sert à rien de faire juste une carte postale, il faut aussi changer les pratiques à l'intérieur des abattoirs. Il y a eu aussi une commission d'enquête parlementaire, ce qui est le plus haut outil que peut utiliser un parlementaire pour agir, avec 65 propositions obtenues au bout de 6 mois d'audition de différents acteurs, des ONG, des professionnels, etc. Et puis il y a eu cette interrogation de Laurence Abeille. Laurence Abeille, c'est une députée, et quand la proposition de loi est arrivée, elle a rappelé ce qui avait été dit pendant la commission d'enquête, donc devant toute l'Assemblée nationale. Elle a soulevé la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour se nourrir. Ce qui est quand même juste énorme, on est quand même en France. Et voilà, c'était vraiment à noter comme événement. Le fait aussi de sortir des images et de pouvoir être médiatisé, c'est que tout le monde en parle parce que tout le monde en parle. C'est-à-dire que l'affaire des abattoirs, on en a parlé aussi dans les cafés, un petit peu partout. C'est encore la question animale est arrivée dans le débat public. Et ça, c'est bien important. Et puis, on voit une petite baisse de la consommation pour la première fois. Alors, les viandes rouges baissaient, mais aujourd'hui, maintenant, même la viande de volaille baisse. Et grosso modo, la consommation globale de viande est en train de baisser, ce qui met tous les producteurs de viande vraiment en émoi.
on s'appuie sur ce qu'avait écrit Antoine en 2005. En fait, notre tâche, ça va être de montrer que l'abolition de la viande, c'est la solution la plus réaliste à ce que notre société considère déjà comme des problèmes sérieux de la production de viande. Voilà. Même si on se dit ça pourrait être bien fait, mais en fait, non, il y a des problèmes si sérieux qu'on ne peut pas espérer élever et tuer des animaux dans le bien-être, en les tuant avec respect. Voilà, ça c'est l'utopie. Et le réalisme, c'est le véganisme. Donc, L214, on va combiner le mouvement politique et l'engagement individuel. Ce qu'on cherche à faire, c'est changer la normalité. Aujourd'hui, malheureusement, la pratique, c'est de consommer des animaux qui sont issus le plus souvent d'élevage intensif et tués à la chaîne dans des abattoirs. Donc on va essayer de changer cette normalité pour faire qu'il soit juste normal de consommer vegan. Et donc on va agir sur 3 pans, faire reculer la cruauté, favoriser l'accès aux alternatives et soulever la question éthique. Et pour ça, on va essayer de distribuer des cartes le plus largement possible. Donc on a le choix d'utiliser le 1 par 1, d'aller voir les gens et puis de leur expliquer 1 par 1 comment ça se passe, d'utiliser un mégaphone, là on va avoir un petit peu plus de puissance, d'utiliser les réseaux sociaux en étant encore notre champ d'action, ou d'utiliser les médias. Et là on va utiliser encore plus largement nos possibilités. Et puis essayer de toucher un public le plus large possible. Donc évidemment les consommateurs, les citoyens, mais aussi les industriels, les politiques, les chefs d'entreprise, etc. C'est là où on va aller, et puis les personnalités. Alors, on va utiliser Internet, les sites web de l'association. J'ai mis site au pluriel parce qu'on en a je ne sais même plus combien. Facebook, Twitter, Instagram, où on a une communauté très, très active qui réagit sous les posts, qui partage, qui like. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça montre que c'est une question qui les intéresse, etc. Dans les entreprises, on va utiliser là aussi le pouvoir des internautes avec les actions express pour les animaux. On a une action par jour, très courte, très rapide, de façon à pousser l'industrie agroalimentaire à s'engager contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Et on a ainsi obtenu l'engagement de quasiment l'intégralité des supermarchés à arrêter d'utiliser des œufs de poule en cage de batterie de leur approvisionnement, mais aussi la restauration hors domicile et les fabricants. On est en train de les démarcher aussi, et on a quand même les entreprises majeures qui se sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poule de batterie. En fait, si une entreprise change, la consommation change, finalement. Si on ne propose plus d'œufs de batterie, ben, voilà, les gens n'en achèteront plus. Éliminer une forme d'élevage parmi les plus cruelles, on peut considérer que c'est une avancée. Évidemment, ce n'est pas le point d'arrivée, mais au moins, c'est toujours ça de gagner. On parle ainsi de la façon dont on traite les animaux, on apporte un changement moins pire pour les animaux, et puis on oblige l'industrie à s'adapter, et ça coûte cher. Donc, voilà, c'est des sous en moins pour la communication, ou c'est des produits plus chers, donc on en achète moins. On a un pouvoir, et donc il faut s'en servir sur les réseaux sociaux. Les entreprises, elles tiennent à leur image, donc les pousser à s'engager, c'est plutôt... voilà, enfin, si les entreprises ne s'engagent pas, à ce moment-là, nous, on va rendre public leur non-engagement. Et tout ça, en fait, on a obtenu des victoires à partir du moment où on a croisé la route de The Human League, qui a vraiment une méthode assez costaud pour convaincre les entreprises de ne plus vendre d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Voilà, ils leur mettent les cartes sur la table. Si vous ne vous engagez pas, on va le dire. Et ça vraiment, ça leur fait très, très peur. Dans les entreprises aussi, on peut essayer d'avoir des alternatives véganes. Alors, sur Montréal, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. En France, on était très, très en retard. Et on est en train de rattraper progressivement. Il y a une belle progression depuis 2-3 ans, avec des grandes marques qui s'engagent, qui proposent des alternatives véganes, alors que traditionnellement, elles étaient plutôt centrées sur les produits carnés. C'est le cas de Aoste et de Herta, par exemple, ou de Fleury Michon. On va être aussi en politique avec notre observatoire politique et animaux. Alors là, quelques-uns d'entre nous sont des anciens profs, donc on adore noter. Et donc on a noté 2100 personnalités en fonction des actions qu'ils ont faites ou pas faites sur la question animale. Donc il y a 4500 PDP, c'est prises de position, c'est des notes en fait, qui varient entre agit pour les animaux, penche contre,
agit contre. Et en fait, il y a maintenant des personnalités politiques qui nous téléphonent en disant « mais j'ai eu une mauvaise note, comment ça se fait, comment je peux changer ça, etc. » Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a les questions parlementaires. Quand on a sorti l'enquête sur le broyage des poussins, il y a eu 45 parlementaires qui ont posé la question au ministre « mais comment ça se fait que dans notre pays, on détruise comme ça des poussins à peine sortis de l'œuf ?» Et ça a fait grand bruit aussi. Les gens ont su que pour produire des œufs, en fait, ça impliquait de tuer des poussins, quel que soit le mode d'élevage. Et ça, c'était bien important aussi. La commission d'enquête et les PPL, ces propositions de loi, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans la restauration, on a une initiative qui s'appelle Vego Resto. Vego Resto, c'est une plateforme qui charte des restaurants en leur demandant de proposer une alternative végane. Alors là aussi, à Montréal, vous êtes plutôt gâtés, je crois. Mais en France, il y a très peu de restaurants, notamment en province. Alors Paris, maintenant, ça a explosé le nombre de restaurants véganes et végétariens. Mais en province, il y a encore très peu d'établissements qui proposent l'alternative végane. Donc, on va les encourager à la proposer. Donc là, on a 930 établissements référencés, 120 ambassadeurs. Les ambassadeurs sont sur différentes villes et proposent chaque mois un défi à un restaurateur qui n'a pas cette option végane à la carte. Et on lui dit, bah voilà, le temps d'une soirée, on vous amène votre clientèle, mais vous nous proposez un repas entièrement vegan, entrée, plat, dessert, et nous, on vous remplit le restaurant. Et ça marche très bien. Et la plupart des restaurateurs signent ensuite la charte et gardent le repas qu'ils avaient préparé juste pour une soirée à leur carte. Et donc, on a eu 420 défis lancés depuis le début de Vego Resto. Vego Resto, c'est début 2015, et 15 000 repas vegan servis. On a aussi un site pour accompagner, il s'appelle Vegan Pratique. Dessus, il y a de la nutrition, des conseils, des recettes. On a aujourd'hui 19 000 inscrits sur notre Veggie Challenge. Vous avez l'équivalent ici avec le défi vegan d'Élise Desaulniers. Et puis 4 400, on a un petit groupe Facebook privé à partir du Veggie Challenge où les gens peuvent échanger des tuyaux, des astuces et discuter avec nous. Et on a fait une publicité dans le métro dessus récemment, voilà, qui a vraiment bien marché. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits parce que au tout début du Veggie Challenge, les gens qui s'inscrivaient, c'était les gens de notre propre réseau qui étaient déjà sensibilisés à la question animale. Or, nous, on veut aller chercher les gens qui ne sont pas du tout sensibilisés. On veut que chacun puisse s'inscrire dans ce schéma-là. On a aussi un fort réseau local. On est implanté sur une 50aine de villes de France avec un réseau d'activistes qui font ce que vous appelez les vigiles. Donc des actions de rue, des happenings. On leur apporte un support matériel. On a 3 personnes à plein temps qui s'occupent de coordonner tout ça. On propose une action coordonnée par mois, puis après ils peuvent faire aussi en plus d'autres actions évidemment. Donc on va organiser des comptoirs d'information, des tractages. On va organiser des vegan places. La vegan place, c'est un concept qu'on a emprunté un petit peu aussi, qu'on avait vu aux États-Unis contre $1, vous regardez une vidéo. Donc nous, on a twisté un peu en disant, voilà, vous regardez une vidéo et on vous donne un gâteau. C'est des Français, donc ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Ils sont plus gourmands. Donc ça marche très très bien. Donc on a une tonnelle vidéo, une tonnelle d'information et puis une tonnelle de dégustation au niveau des L214. Et puis en fait, on invite les autres associations à nous rejoindre pour faire un village associatif. Et ça marche plutôt très très bien. C'est un mini festival vegan dans les rues des différentes villes. On fait aussi des free hugs dans les rues. Ça permet aux gens de se rapprocher très rapidement et de pouvoir engager une conversation finalement profonde à partir d'une action qui a l'air un petit peu rigolote et marrante. En fait, ils repartent, ils rigolent plus du tout. Non, ils rigolent encore. On a fait une action pour la journée sans viande. Donc une pyramide alimentaire, là aussi ça a bien marché, puisque les gens sont très intéressés en fait par qu'est-ce qu'on mange donc quand on ne mange plus d'animaux, quand on ne consomme plus de produits d'origine animale. Et ce sont des actions qu'on met en place. À côté de cette pyramide alimentaire, il y avait une vegan place aussi. Les actions du réseau aussi, elles appuient les campagnes qu'on a, par exemple, contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Quand on s'adresse à une entreprise, on peut avoir des équipes qui se déplacent devant les magasins et qui viennent montrer à la clientèle
que cette entreprise n'a pas voulu s'engager. Puis on fait signer des cartes pétitions qu'on envoie ensuite au magasin pour leur montrer l'engagement de leur clientèle. Et les campagnes coordonnées aussi, elles nous permettent de rebondir sur une enquête qu'on a faite. Là, on a sorti une enquête au mois de septembre sur l'élevage en batterie des poulets de chair. Et on avait des actions dans plusieurs villes de France qui reprenaient la thématique, qui expliquaient aux passants de quelle façon les poulets de chair étaient élevés. On accompagne ça d'un communiqué de presse, ce qui permet d'avoir dans la presse régionale des articles sur une thématique nationale et de pouvoir, parce que quand c'est écrit dans le journal du coin, ça circule dans toutes les mains, c'est dans tous les cafés. Et c'est vraiment très important de s'appuyer sur le maillage de la presse. On fait aussi des compteurs toutes les 10 secondes. C'est 5000 animaux qui sont tués en France chaque jour, si on compte aussi les animaux aquatiques. Et ça, c'est bien... Ça marque les gens. Il y en a qui restent scotchés vraiment pendant de longues minutes et qui regardent de quelle façon sont tués les animaux. Et puis, de l'autre côté, on a fait une action là récemment pour Halloween qui a vraiment bien marché. Donc, dans plusieurs dizaines de villes en France, des personnes déguisées en ouvriers d'abattoir qui défilent dans les rues et qui proposent aux passants de venir tenter l'expérience, de venir se faire peur dans un abattoir, d'essayer le pistolet à tige perforante, d'essayer la décharge électrique dans la tête, d'essayer le gaz, d'essayer d'être abattus sans étourdissement. Et en fait, les gens ont été très réceptifs. Au départ, ils pensaient que c'était une blague, un défilé d'Halloween classique. Et en prenant le tract, en discutant avec les activistes, ils se sont rendus compte du sérieux en fait, de l'action qui était menée. Et puis, on a la marche pour la fermeture des abattoirs qui, cette année, a réuni au mois de juin plus de 3500 personnes. C'est une marche, en fait, les médias ne s'y intéressent pas beaucoup, encore que cette année, on a une belle couverture média, mais qui surtout donne pas mal d'énergie. Quand vous êtes 3500 personnes dans la rue à scander des slogans comme fermons les abattoirs pour les animaux, je ne vais pas vous les faire, je vais être nulle à scander les slogans là, mais c'est une action vraiment très très importante qui fédère des gens un petit peu partout en France. Puis c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur, puisque vous l'avez aussi ici à Montréal, Ottawa, Toronto, et c'est vraiment la revendication de l'abolition de la viande qui est portée là, avec cette marche pour la fermeture des abattoirs. Donc le ne pas tuer, ne pas blesser, ne pas faire souffrir et tuer sans nécessité prend toute son ampleur là. En fait, pour vouloir fermer les abattoirs, il n'y a même pas besoin d'être antispéciste quelque part. C'est juste une question de logique. Aujourd'hui, on sait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. On sait que pour faire de la viande, il faut les élever, les faire souffrir et les tuer. Alors pourquoi on continue à le faire? C'est même pas juste une question d'antispécisme, c'est juste une question de logique ici et de cohérence par rapport au monde qu'on veut demain, quoi. Donc la prochaine, c'est le 9 juin. Rendez-vous le 9 juin. Pour terminer, on a très peu réfléchi à la suite. On voit qu'il y a des ouvrages qui paraissent, notamment Zoopolis, dont Will Kimlicka vient de nous parler encore là cet après-midi. Et c'est très important de se projeter dans le futur. Aujourd'hui, on concentre essentiellement notre action nous, sur ce qui se passe aujourd'hui et maintenant et essayer d'avancer sur les 3 pans. Donc faire reculer la souffrance des animaux aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Essayer de favoriser les alternatives. Et puis essayer d'avoir ce bruit de fond sur la légitimité de faire tuer des animaux simplement pour notre bon plaisir, de soulever la question du spécisme. Mais c'est sûr que réfléchir au futur, l'imaginer, c'est quelque chose de très important dont il va falloir se saisir dans les années à venir. Voilà. Et si je peux terminer sur une note plutôt positive, je pense on est des gens ordinaires qui à un moment sont tombés sur la question animale, ou plutôt la question animale nous est tombée dessus. Et on s'est lancé alors qu'on n'était pas du tout préparé à ça. On n'est pas des professionnels de la communication. À L214, on fait grosso modo tout en interne. C'est-à-dire que le slogan que vous avez vu là, c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a trouvé. Donc voilà, dites-vous que c'est possible de créer une association, de se lancer.
Ce qu'il y a, c'est qu'on était parti dans l'idée, quand on a créé L214, de faire une association qui se veut professionnelle, au sens où elle va dégager du temps à des gens pour se consacrer à la question animale à plein temps, et de s'y consacrer avec l'angle qu'on a choisi, c'est-à-dire un angle abolitionniste, tout en allant chercher les gens là où ils en sont. Donc voilà, c'est un mouvement très riche qu'on a là, qui prend multiples formes, avec plein d'associations. Ça tombe bien, on ne s'adresse pas à des clones, on a des tactiques différentes, mais c'est un petit peu ce qui fait la richesse du mouvement. Et il faut qu'on en profite dans tous les domaines, hein. On a entendu encore cet après-midi un sportif, un artiste, une philosophe. C'est ce qui va faire la richesse de tout ce mouvement et amener notre société à reconsidérer la place qu'elle accorde aux animaux.